Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 29 de la 5e saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, nous avons des invités qui vont ravir nos amis mimes, nous les ont réclamés à grands cris. Il s'agit de... Eh bien, Jérôme et JB de Babe in the World. Salut les garçons, comment ça va? Ça va très bien. Salut tout le monde. Ça va très bien. Bon, ben, ça nous fait extrêmement plaisir de vous revoir, parce que bon, de toute manière, vous êtes des habitués ici, vous venez quand vous voulez, et puis en plus, ce mois-ci, c'est quand même un mois un petit peu particulier, parce que c'est le mois anniversaire de la chaîne. Ça fait 9 ans, voilà, que Miasme TV existe. Hein, 9 ans, Jérôme. Oui, Et, ouais, t'as raison. et oui, ça nous Ça rajeunit rajeunit. pas tout ça, hein. Exactement. Et puis, ben, j'y vais aussi. Tu avais participé aux toutes premières émissions. On avait fait un certain nombre d'explorations ensemble. Donc voilà, ça nous fait plaisir que vous soyez là cette fin de mois de mars. Surtout que l'actualité est en train de nous rattraper. Et effectivement, il se passe des choses étranges sur le plateau de Gizeh. Il y aurait des découvertes extraordinaires ou pas, parce que tous les avis sont possibles. Et, eh bien, pour pouvoir explorer ces découvertes, ben voilà, moi j'ai deux spécialistes sous la main. Il fallait absolument que vous soyez présents pour pouvoir bien partager avec nos amis Mi cette actu. Donc voilà pourquoi ce soir vous êtes là. Donc les amis Mi, nous allons voir s'il y a des ascenseurs sous le plateau de Gizeh ou pas. Et puis, eh bien, avec Natacha, on va commencer déjà par introduire ce sujet égyptien, en se posant la question, savoir si les momies émettent des odeurs. Car il y aurait effectivement des odeurs à l'approche de momies. C'est quoi encore cette histoire, Natacha? Alors, tout d'abord, les garçons, les amis mimes, vous avez vu que moi je me suis mise à l'heure égyptienne pour vous introduire cette émission. Mais oui, j'avais pas vu, c'est C'est Natacha Titi. Nefertiti, c'est Natacha Titi, c'est ça. Ah ça j'adore. Merci, merci Jérôme, ouais, tu as complètement raison. Et vous savez que ce que les chercheurs ont découvert en approchant des momies égyptiennes, je pense que ça va vous étonner. Parce que l'Égypte antique, évidemment, continue de nous fasciner avec ses pyramides majestueuses, ses pharaons légendaires, ses rites funéraires énigmatiques. Mais est-ce que vous aviez déjà imaginé quelle odeur pouvait émaner d'une momie vieille de plusieurs millénaires? Alors, JB et Jérôme, vous êtes allés les voir de près. Moi aussi, figurez-vous. Je ne sais pas si vous avez un petit peu humé cette odeur qu'il y avait là-bas. Mais en tout cas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est ni de la poussière, ni de la décomposition qui prédomine. Bah, c'est vrai avec Jean-Baptiste, on est allé voir pendant notre voyage, rappelle-toi JB, on a été voir le musée des momies d'or. Et malheureusement, elles étaient toutes sous verre. Donc on pouvait Ouais. pas vraiment sentir l'odeur, quoi. Bon. Moi, j'en ai vu une, il me semble, dans mes souvenirs, qui n'était pas encore sous verre, mais depuis, ça fait quelques années déjà, c'était en 1998 ou 99. Et j'ai pas senti non plus, mais ça sentait pas la putréfaction. C'était des odeurs bien plus surprenantes. Alors, des scientifiques de l'université du collège à Londres, College London, et de l'université, alors ça je ne sais pas le dire évidemment, c'est toujours un nom à la con, excusez-moi pour le terme, Jules Blajna, je n'arriverai vraiment Non, non, pas. fais un effort, Natacha, tu vas y Voilà. arriver. Allez, vas-y. Allez, Jules Blajna, pas plus Bon, que ça. pas plus En que tout cas, ça. pour les chercheurs, ça c'est sûr. Ils se sont penchés sur cette question intrigante et leur découverte est étonnante. Les momies égyptiennes dégagent des effluves de bois, d'épices et même de sucre. Eh oui, ouais, vous avez bien entendu. Grâce à des technologies de pointe et notamment un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse,
Ils ont donc identifié des composés chimiques responsables de cette signature olfactive unique. Bah oui, parce que ça ne pue pas une momie en fait. Et ces parfums ça sent le pin, le cèdre, le genévrier, la myrrhe et même les encens. Ça provient en fait des résines et des huiles et des cires qui étaient utilisées dans le processus de momification, hein, tout simplement. Mais alors, pourquoi ces substances spécifiques, me direz-vous tous? Et vous ne l'aviez pas dit, mais je l'entendais. Pourquoi ces substances spécifiques? Eh bien, parce que dans l'Égypte antique, les odeurs revêtaient une importance capitale. Les parfums de pin, de cèdre ou d'encens étaient associés aux divinités et à la pureté, alors que, donc, du coup, les mauvaises odeurs évoquaient la corruption et la mort, tout simplement. Donc l'embaumement, c'est un art sacré qui visait à préserver non seulement le corps, mais aussi l'âme. Ça, vous le savez déjà. L'âme du défunt qui devait faire un voyage, il devait traverser, en tout cas, différentes étapes pour l'éternité. Et au-delà de cette découverte olfactive, l'Égypte antique regorge de mystères encore non élucidés. JB et Jérôme vont nous en parler. Donc, il y a évidemment la construction des pyramides qui demeure une énigme, parce qu'on imagine comment une civilisation dépourvue de technologie moderne, et comment elle a pu ériger des monuments avec une précision architecturale qui défie l'entendement. Enfin, moi, je me pose tout le temps la question. Comme vous, JB, Jérôme, je suis allée devant ces pyramides et j'étais vraiment en extase devant elles. Il y a un autre mystère, les hiéroglyphes évidemment, vous les avez vus. C'est une écriture complexe qui est longtemps restée indéchiffrable, jusqu'à Champollion, vous savez, qui a découvert la pierre de Rosette et qui a, décrypté un petit peu tout ça et ça recèle encore des secrets sur la vie quotidienne, les croyances, les connaissances scientifiques des anciens Égyptiens évidemment. Et puis, que dire des tombes inviolées? Qui sont découvertes, régulièrement en fait. Elles réservent des trésors insoupçonnés, des indices sur les rites funéraires encore méconnus, enfin tout simplement. Ces découvertes récentes offrent donc une nouvelle perspective, je trouve personnellement, sur les pratiques sophistiquées des anciens Égyptiens, que j'ai essayé d'adopter aujourd'hui avec, j'ai pas mis la myrrhe, et de l'encens, mais je me suis dit: «Oh, peut-être qu'avec ce maquillage, on va exporter vers vous un peu de ces mystères égyptiens». Parce que leurs rituels, ils sont particulièrement élaborés quand même, hein, et ils illustrent avec tout ça la complexité de cette modification qui est un processus sacré qui nécessitait quand même 70 jours de préparation minutieuse. Alors, au-delà de la science, ces avancées, vous imaginez bien que on est en train d'imaginer le passé antique avec toutes ces odeurs. Donc ces avancées pourraient transformer notre manière d'explorer le passé. Vous imaginez? On pourrait avoir des expositions immersives où vous pourriez ressentir de véritables effluves des tombes égyptiennes qui vous transporteraient directement au cœur de cette civilisation millénaire. Et ce n'est pas tout, parce que ces découvertes relancent également l'intérêt pour d'autres mystères olfactifs. Quels étaient les parfums utilisés par Cléopâtre pour séduire César et Marc-Antoine? À quoi ressemblait l'encens sacré brûlé dans les temples de Karnak? Je me pose toutes ces questions. Frites Frites kebab. kebab. Non, ne brise pas la magie, Antoine. J'étais en train d'emporter tout le monde vers un univers où tu imaginais Antoine avec ses effluves qui séduisaient ces hommes puissants et de cette femme également puissante qui manipulait les choses avec art. Parce que l'odeur du passé pourrait être, pour moi, la clé pour mieux comprendre l'histoire et percer les secrets, en tout cas une partie des secrets de l'Égypte antique. Une chose est certaine, les mystères de l'Égypte antique n'ont pas fini de nous envoûter et c'est là où vous nous emmenez, chers Jérôme et JB. Et d'ailleurs, quand vous avez fait votre Babe in the World Tour l'automne dernier, donc on le rappelle, hein, pour les amis qui n'auraient pas vu l'épisode de Mimi où vous nous faites un petit peu la rétrospective de votre voyage. Donc vous êtes parti 2 semaines en Égypte. Effectivement, vous avez visité un certain nombre de temples.
À part l'odeur de touriste, est-ce qu'il y a vraiment une odeur qui vous a, marqué comme ça en rentrant dans les bâtiments? Bah ouais, Jérôme, l'odeur de la pyramide rouge, par exemple. Oui, cette odeur, L'odeur d'ammoniac, là, mmh, tu vois? mmh mh. On dit que c'est les chauves-souris, mais en fait, dans la pyramide, il n'y a pas de chauves-souris. Donc, Et à l'inverse, la rhomboïde, euh, il y a plein de chauves-souris, mais il y a pas cette odeur. et voilà, et dans l'autre, il y a des chauves-souris, il n'y a pas d'odeur. Donc, on se demande ce que c'est, mais oui, on a senti ces odeurs-là dans ces bâtiments. Après, des odeurs de momies, non. Donc, comme Jérôme a dit, on les a vues sous des vitres. Et j'ai pas remarqué d'odeur particulière dans ce petit musée. Il y avait 7-8 momies. Mmh. Il y avait juste des momies hein, dans ce musée. Mmh. Et il n'y avait pas d'odeur, non. Non, puis, la plupart des temples que nous sommes allés visiter, c'est à ciel ouvert, donc, il y a pas on n'a pas capté, forcément d'odeur, spécifique et Ouais. Pas d'odeur spécifique dans le vieux musée du Caire non plus. Ou, mmh. j'ai pas. Et puis dans la pyramide de Khéops, ça sent plus la sueur des touristes qu'autre chose. Et là, Ouais, c'est vous l'avez entendu, ils ont utilisé des outils technologiques pour détecter tout ça. Ouais, évidemment. Le Mmh. chromatographe, en face, Et ouais, ouais. couplé à un spectromètre de masse. Mmh. Donc ils ont Et pu ouais, ouais. quantifier à quoi ça correspondait. En tout cas, je trouvais ça marrant. mmh. Ah Non, bah, ben écoute, ouais. ça nous donnait effectivement une très, très bonne introduction, à ce sujet, égyptien, ce thème égyptien, que nous allons mener, ce soir, avec, nos 2 amis. Parce que, effectivement, toute la toile en parle. D'ailleurs, c'est vous, hein, les amimi du samedi soir, à travers le chat, qui m'avaient alerté en disant, est-ce que tu as vu le dernier article sur, les découvertes qu'il y a sous le plateau de Gizeh? Effectivement, on parle de colonnes, assez impressionnantes, on parle de tunnels qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres et de beaucoup plus de choses que ça et je crois que le mieux, bah, c'est de te laisser la parole. Qui c'est qui veut commencer? Peut-être Jérôme, à présenter un peu le sujet? Bah, oui, comme tu le dis, Antoine, moi, c'est la semaine dernière, hein, pareil, j'ai eu plein de messages de de plein d'amis, via les réseaux sociaux, qui m'ont envoyé cette info et bah, tout de suite, je me suis dit: «Oh là, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire?» Donc bah, hein, tu sais, à notre habitude, Antoine, on prend toujours un peu de pincettes, quand on a des infos, détonnantes, comme celle-ci et puis, bah, moi, j'ai un peu creusé le sujet. Donc effectivement, ce sont les dernières découvertes de 2 scientifiques, Corrado Malanga de l'université de Pise et Filippo Biondi de l'université de Strathclyde, donc c'est en Écosse, je crois, qui ont, utilisé la tomographie radar à synthèse d'ouverture, le SAR, pour scanner la pyramide de Képhren et apparemment, ils ont ainsi découvert un système souterrain s'étendant sur 2 kilomètres sous les 3 pyramides. Alors, il y a beaucoup d'images qui circulent actuellement, hein, sur les réseaux sociaux par rapport, à ces découvertes. Alors, il faut savoir qu'ils ont donné, si je dis pas de bêtises, c'est le 15 mars dernier, une conférence justement en Italie où ils ont, Ah, exposé, ouais, exactement, ouais, ouais, c'était le 15 mars, alors d'ailleurs, elle est un peu controversée cette conférence parce qu'ils l'ont annoncé, mais aucun média n'en a parlé, donc c'était dans une petite salle et cetera. Mais si tu veux, je vais partager comme ça, tu vas pouvoir, commenter, quoi, tu vas pouvoir, nous expliquer tout ça avec, l'appui des images. Voilà, alors vous inquiétez pas de la mauvaise traduction de mon navigateur, le scanner de la grippe de Cafré. Voilà, bon, je pourrais vous le laisser en anglais, mais je sais que la majorité d'entre vous préfère quand même l'avoir traduit. Donc effectivement, Corrado Malanga, que l'on connaît, hein, c'est Silvano Trotta qui nous en parlait souvent, bah oui, bah oui, parce que moi, tout de suite, bon, bah, déjà, je me suis intéressé aux deux protagonistes de cette histoire. Qui sont-ils? Corrado Malonga, bah, lui, il faut savoir qu'il est, un chercheur en chimie organique à l'université de Pise en Italie et auteur de plusieurs articles sur des revues scientifiques internationales. Et il est spécialisé depuis 30 ans en ufologie. Alors ce qui peut, voilà, on va dire par rapport à certains détracteurs dire: «Oh là, le gars, bah, c'est ça il est» direct qui va Ah effectivement, oui.
Dire: «Ah bah, c'est un ufologue, laisse tomber tout ce qu'il raconte, Voilà, c'est le des gars, ça bullshit». fait, plus de 30 ans qu'il est dans l'ufologie. Il a sorti Mmh mh. beaucoup de livres, hein. Il a écrit, il est auteur de pas mal de livres et il s'est intéressé justement aux pyramides d'Égypte depuis quelque temps et alors il faut savoir qu'il a travaillé justement avec cet autre, scientifique Filippo Biondi qui lui, alors je me suis aussi renseigné sur le personnage, hein. Alors, ce monsieur est un petit peu plus crédible parce qu'il a obtenu une licence en ingénierie de l'informatique et une maîtrise en ingénierie des télécommunications à l'université de Salento, à Lecce en Italie, respectivement en 2009 et 2011. Et il a un doctorat en ingénierie des télécommunications à l'université de L'Aquila, en 2015. Ses recherches portent sur le développement de techniques de traitement du signal et de traitement statistique du signal sur les équipements radars. Il travaille notamment sur le radar à synthèse d'ouverture, donc ce que je vous parlais, le fameux SAR, l'interférométrie, la polarimétrie, l'analyse multichromatique et la tomographie, utilisant également une approche d'optimisation convexe. Donc d'avril 2010 à avril 2011, il a été chercheur invité au Conseil national de la recherche, donc l'ICIA-CNR, à Bari en Italie et au Centre spatial de géodésie de l'Agence spatiale italienne. Donc bon, c'est pas, on va dire entre guillemets, c'est pas un rigolo quoi. Il a quand même de la bouteille pour ce qui est de tout ce qui est analyse radar. Ouais, moi je Alors, pense que ça. Ouais, ouais, je pense que la rencontre, moi aussi, ça m'a paru bizarre, quoi. Ce Corrado Malanga, au début, je me suis dit, bon, il cherche le buzz, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça mmh, et qui recherche l'attention. Mais je pense que la rencontre, elle a dû se faire dans l'autre sens, quoi. C'est peut-être plus le scientifique qui est venu en disant, en cherchant une tête d'affiche pour se faire entendre. Euh, et si la rencontre, oui, elle se fait dans ce sens-là, il avait besoin de se faire entendre, donc il est allé attraper Corrado Malanga. Et la technique utilisée maintenant, c'est une nouvelle technique aussi. Donc c'est ça qui est à valider en fait maintenant. c'est ça. Oui, parce que Le- Corrado Malanga, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Italie, c'est, une superstar. Il a pas besoin de faire plus de buzz, que ça. Et comme tu l'as dit, Jérôme, il a écrit, de très nombreux livres. C'est vraiment une grosse référence et hem et donc je pense que tu as raison dans la démarche, JB. C'est peut-être plus le scientifique qui est venu le voir, pour, pouvoir ensuite porter le projet, ensemble. Mmh. Alors justement, par rapport, on parle de cette détection radar, donc j'ai été aussi creuser qu'est-ce que c'est que ce fameux SAR? Donc on appelle ça en français radar à synthèse d'ouverture, RSO. C'est un radar imageur qui permet d'obtenir des images en 2 dimensions ou des reconstitutions tridimensionnelles d'objets visés, tels des paysages. Pour cela, il effectue un traitement de données reçues afin d'améliorer la résolution en azimut. Le traitement effectué permet d'affiner l'ouverture de l'antenne. On parle donc de synthèse d'ouverture, contrairement à un radar à visée latérale classique, d'où le nom de ce type de système. Donc, le radar à synthèse d'ouverture est utilisé pour la télédétection, qu'elle soit aérienne ou satellitaire. Alors, c'est là où j'ai pas eu plus d'infos que ça. Comment ils ont obtenu ces images? Ouais, si. Alors en fait, c'est ce que j'ai entendu moi, c'est des images en open source. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut avoir ces images. Enfin Mhm. tout le monde ou elles sont en open source quoi. Et c'est des images. J'avais noté Capella Space et Umbra. C'est deux satellites. C'est des images satellites. C'est des images satellites, c'est ça, c'est parce que Ouais, des à ce que satellites. j'ai lu sur ce système, c'est des images, aériennes, en fait. Voilà. Et en fait, ils disent que donc ça risque de révolutionner tout dans nos détections parce qu'en fait, tout le monde va pouvoir presque, si on a ce logiciel d'interprétation d'image que ce chercheur il développe, Oui, que Filippo Biondi, connaît, sur le bout des doigts, hein. voilà, et ben il va pouvoir pointer n'importe quel Zone. monument ou zone du globe et appliquer avec des images en open source, donc accessibles à tout le monde. Mmh. Et sans plus de moyens, voilà, il n'y a pas comme avec Scan Pyramid, ils avaient dû mettre Ouais, les plaques à des, muons. Mmh. des Plaques capteurs à détection de muons, ouais, des capteurs, ouais, ouais. Mmh. à l'intérieur de la pyramide pour mesurer le vide entre les deux, mais là, il n'y a même pas besoin de ça, quoi. Là, c'est Mmh. Mmh. des images, il y a besoin d'aucun moyen, sauf le logiciel que. D'accord. Mmh. Et rappelle-toi, JB, on en a parlé lors de notre dernière vidéo ensemble.
parce qu'on parle de système par tomographie. Et je te rappelais, c'était en 2016, des chercheurs avaient justement analysé la pyramide de Chichén Itzá avec ce système par détection tomographique électrique. Mhm. Donc là, par contre, en l'occurrence, il fallait planter des piquets tout autour de la pyramide, injecter un courant électrique, et ce qui permettait de lire les différentes les différents matériaux qui composaient Ouais, ouais. le sous-sol de cette pyramide, et on s'était aperçu que justement la pyramide de Chichén Itzá avait été construite sur un cénote. Sur un cénote, ouais. Mais c'est vrai que Mm. toutes ces détections radar, voilà, avaient lieu avec ça, des mini-décharges, en fait. C'est Des ça. mini-décharges qu'ils envoient dans le sol et ils calculent où c'est que ça rebondit, en fait. Voilà, et en fonction de la densité des matériaux, on sait s'il y a des vides, Ça etc. revient et comment ça s'infiltre. Mais là, c'est sans pénétration, voilà, sans Mm. explosion, sans rien. Et apparemment, avec les recherches de Filippo Biondi, ils permettent d'affiner vraiment, comme ils le disent, c'est quasiment au millimètre près, les différents matériaux qui composent le sous-sol et c'est là où ils ont révélé dans cette conférence récente, ce qu'ils ont découvert sur la pyramide de Képhren. Alors, il faut savoir qu'ils ont sorti un livre tous les deux en 2022, où ils avaient déjà étudié la pyramide de Khéops. Donc le livre, il s'intitule Khnum Khufu, Khéops, la fin d'un mystère, où déjà il révélait avec ce même procédé la structure interne de Khéops, qui est vraiment bon. Alors on retrouve ce fameux Big Void, on retrouve aussi la nouvelle cavité qui est au-dessus de l'entrée principale, mais on retrouve aussi des rampes internes à gauche et à droite de l'entrée principale. Enfin voilà, c'était assez novateur pour l'époque. Mais alors là, ce qu'ils ont sorti sur Képhren, comme on l'explique depuis tout à l'heure, ça fait vraiment le buzz. Parce que voilà ce qu'ils ont découvert, hein. Alors apparemment, au sein de la pyramide de Képhren, il y aurait 5 structures équivalent un petit peu à la chambre haute de Khéops. C'est-à-dire, vous voyez comment est composée la chambre haute, hein, c'est avec ce qu'on appelle les plafonds de décharge, hein, les 5 plafonds, plus le toit en chevron au-dessus. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est ces 8 puits qui s'enfonceraient à plus de 600 mètres dans le sol, et qui déboucherait sur 2 énormes cavités cubiques de 80 mètres de côté. Donc alors là, et ce qui est très 600 étonnant, mètres. C'est quoi? comment? T'as bien dit 600 mètres, hein, c'est pas, 600 mètres. Oui, oui, les c'est pas puits 60 feraient, mètres, hein. les fameux 6 puits feraient, si je dis pas de bêtises, c'est 630, 48 mètres. 648 mètres. Voilà, 648 mètres. Et ces puits déboucheraient sur 2 énormes salles cubiques de 80 mètres chacune de côté. 80 mètres par 80 mètres, ouais, les deux Voilà. gros carrés en bas. Et ce qui est vraiment le plus surprenant, moi, ce qui m'a vraiment frappé, et ils expliquent que ces puits sont entourés d'un canal hélicoïdal. Ouais, c'est ce qui représente là sur Voilà la. ce qui est représenté sur cette D'accord. image. Par contre, j'ai l'impression d'en compter 8 ou 7. Non, non, il y en a 8. 8. Il y en a bien 8, hein. Il y en a une qui est cachée là, Ah, il y en a 8, oui, derrière c'est la ça. 15e. Non, parce que comme tu Ouais. disais 6 puits. Non, pardon, 8 puits. Excuse-moi, 8 D'accord, puits. ok. Ouais. Il y a 8 puits, voilà. Oui, Et ils disent qu'ils captent bien 8 formes de tunnels, voilà, cylindriques dissociés les uns des autres. Donc, et sur les radars, ce serait bien, voilà, ils seraient bien séparés, les 8 tubes. Ouais. avec Ouais, cette fameuse rampe, Avec cette ouais, fameuse rampe comme des escaliers, ils expliquent ça, que ce serait des escaliers. tu sais que C'est ce qu'ils disent. C'est des on radars. enlève, on enlève le contexte. C'est-à-dire qu'on ne met pas au-dessus une pyramide, on montre juste ça. On a l'impression qu'on est sur quelque chose d'électrique, tu sais, avec un bobinage électrique. un bobine. Voilà, c'est le terme technique Mm. que je cherchais. Complètement. Mm. Ouais. Donc, moi, depuis le temps ça fait 10 ans que je dis c'est des machines. Bon, bah là, moi, quand j'ai vu ça, alors, voilà, à vérifier si ces informations sont véridiques, exactes, et si ça va être, est-ce que Ouais. ça va être affirmé un jour, je ne sais pas, hein. Tu sais, c'est comme le Big Void de la Grande Pyramide. Ça fait quelques années qu'on sait que ce Big Void existe, mais bon, on n'en a jamais eu vraiment la preuve tangible, parce que bah, c'est compliqué d'aller faire des trous dans la Grande Pyramide pour aller voir s'il est vraiment là. Parce que là, on n'est pas très loin du sol de Képhren, quoi, hein. Ouais. Le,
Le plus gros problème, en fait, avec cette histoire, c'est d'abord de valider la méthode Oui. du gars. Donc, comme tu dis, ils avaient déjà fait des tests sur la première pyramide de Khéops, et leur méthode est validée dans un premier temps, quoi, puisqu'ils ont repéré les structures internes de Khéops avec Mhm. leur méthode. Mhm. Donc ça voudrait dire que ça marche. Maintenant, il faudrait l'utiliser sur peut-être plus de sites pour être bien sûr de leur méthode. Mhm. Où on sait qu'il y a vraiment des cavités pour voir Voilà, si ça match, quoi. Mhm. ouais. Ils Mhm. disent faire ça sur d'autres sites où on connaît le sous-sol pour voir Bah, si par ils trouvent la exemple, même chose. Saqqara, hein. Saqqara, on a été la voir ensemble encore, hein, avec cet immense puits dans son Ouais, sein, qui et on capte sait que dessous, il le y a puits plein de de chambres, Saqqara. c'est un véritable gruyère, c'est des tunnels, je sais plus combien de kilomètres de tunnels sous Saqqara. Ça serait intéressant de faire une analyse sous la pyramide de Saqqara pour voir si il Le détecte effectivement ces Sérapéum, trucs. Mm. Ouais, voilà, le Sérapéum. beaucoup d'autres sites souterrains. Ce serait intéressant d'aller voir s'ils captent des extensions de structures ou quelque chose dessous, Mm, ou mm, déjà s'ils captent le plan initial, quoi, l'osirion, mm, mm. toutes ces structures-là, quoi. Mais Jérôme, Oui, oui, attends, vas-y, Natacha. excuse-moi, Antoine, pardon. Vas-y, vas-y. Rappelle-nous pourquoi tu penses que ce sont des machines. je vais t'envoyer mon livre. Bah, moi, j'ai jamais été convaincu que c'était des tombeaux, quoi. Quand- En tant que technicien, quand je me suis penché sur ces pyramides en Égypte et que je voyais la structure interne, je voyais pas du tout des tombeaux, quoi. Pour les avoir visités encore avec Jean-Baptiste il y a quelques mois, c'est complètement inadapté à une circulation humaine, et quand tu rentres là-dedans, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» Enfin, JB, tu vois encore la pyramide rhomboïdale, la complexité de la structure interne, la pyramide de Khéops, voilà, il y a des pyramides, tu te dis: «C'est pas des tombeaux, quoi». Tu sais, ça ressemble à, c'est comme si dans le futur, on allait visiter je vais dire une connerie, mais les ruines d'une centrale nucléaire, et puis on dit c'est un tombeau, quoi. Puis tu vois le truc, tu te dis mais non, ça n'a rien à voir. Pourquoi il y a une piscine? Pourquoi il y a un truc? C'est quoi l'histoire? Je vois pas l'histoire avec un tombeau, quoi. Voilà. Mm. C'est vrai que quand on trouve quelque chose et on ne sait pas à quoi ça correspond, on a tendance à dire ce sont des objets votiques, c'est-à-dire des objets de croyance, etc. Oui, on met ça sur Euh, sur le funéraire, sur le rituel, sur le religieux, sur ce que tu veux bien, mais Et toi, tu as des éléments que tu détermines, des éléments un peu précis, ou c'est la structure générale qui te fait penser que ce sont des machines? Alors avec peut-être bah, une lutte, c'est quoi ton hypothèse? moi, je suis convaincu depuis le début de mes recherches que c'est lié à l'eau, que alors, je j'étais parti sur des machines pour dynamiser l'eau, à l'époque. Maintenant, je pense que ce sont des machines plus énergétiques qui utilisaient l'eau, justement à ces fins énergétiques. Et bah, là, quand j'ai vu un peu comment la structure interne de ce que ces 2 chercheurs nous dévoilent sous Képhren, tu vois? Ces puits Mmh. qui sont pour moi, apparentés à l'utilisation de l'eau avec ces rampes hélicoïdales qui tournent autour. J'ai partagé des petites choses en interne avec JB sur notre groupe, et tu vois où je veux en venir, JB, avec la circulation de l'eau qui génère une électricité, et cetera. Bon, voilà, et comme tu le disais, Antoine, ça te fait penser à des bobines électriques. Qu'il y ait un puits avec une descente hélicoïdale autour, je veux bien, mais qu'il y en ait 8. Mmh. Ouais, ouais. Tout à fait ça. Je me demandais, moi, pourquoi 8 Bah, 8 c'est ça. puits, 8 puits avec, effectivement une descente, hélicoïdale. Je me demandais, je me disais: «Mais quel est l'intérêt? Comment ça se relie avec, le haut? Qu'est-ce qu'il y a en bas?» Tu Mm. penses qu'il y aurait de l'eau éventuellement? Il y a des recherches là, Ouais. Bah, je suis dessus. Bah, en fait, moi, de ce que je savais, ce que j'avais déjà vu du plateau de Gizeh, c'est que en dessous du plateau de Gizeh, il y avait une réserve d'eau. Il y avait une Ah, poche. Oui. Donc j'ai essayé de le regarder dans Google, de le trouver. J'ai fait des recherches aujourd'hui. J'ai pas retrouvé vraiment cette photo, enfin cette image de. Mais je me souviens de ça, qu'il y avait une poche d'eau sous Gizeh, quoi. Il y avait. Bah, il y a le fameux puits d'Osiris.
Après, il y a des zones comme le puits d'Osiris qui sont Qui est rempli d'eau. Ils ont essayé de pomper l'eau et inondées. ça se remplit automatiquement. Donc, on voit bien qu'il y a sous le plateau de Gizeh tout un complexe hydraulique qui se Mmh. remplit automatiquement. Tu as beau pomper l'eau pendant des jours et des jours, ça se remplit automatiquement. Et la pyramide que vous êtes allés visiter tous les 2, JB et Jérôme, celle qui est au-dessus d'un cénote, c'est la même chose à peu près? Alors, non, moi, je n'y suis pas allé. Jean-Baptiste y est allé. Hein, Ah, c'est OK. la pyramide de Chichen Itza. Oui, Hmm. c'est ça. Ouais, bah c'est là. Bon, moi, j'ai pas vu le cénote qui était dessous. Ah non, il est caché le cénote. Hein, Voilà, hein, donc c'est c'est le ça. Il y a un système. cénote aussi. Il y a deux autres cénotes juste à côté des pyramides. Mais de toute façon, tout est en lien, hein. Tous ces trous-là, c'est des passages souterrains où l'eau communique. Donc, Mmh. D'ailleurs, Corrado Malanga, dans sa conférence, dans la conférence qu'il a donnée, euh, justement citait le fait que des traces de sel avaient été découvertes à l'intérieur de la pyramide. 2 centimètres et demi de sel marin Oui, ça c'est dans la chambre d'épaisseur. Hein. médiane de Mm. la grande pyramide. Exactement. Donc, c'est bien la preuve qu'à un moment donné, Que de les l'eau salée s'est pyramides. évaporée dans cette chambre. Exactement. Et pour qu'il y ait de l'eau salée, il faut que l'eau soit arrivée jusque-là. Donc, soit il y a eu un grand cataclysme qui fait que les pyramides étaient déjà présentes au moment où il y a eu les grands phénomènes de déluge. Mais et ça remet aussi en cause pas mal, l'âge des pyramides. Et puis, 2, le fait que, il y a les pyramides, ça fait aussi partie de ta théorie, Jérôme. Elles ont, à un moment donné, été complètement entourées d'eau, Oui. soit d'eau salée, soit d'eau douce. Je Mm. ne sais plus Mm. quelle est ta théorie là-dessus, mais en tout cas, elles étaient liées à un système, ouais, elles étaient liées à Hydraulique. l'eau. Mm. Ouais. Et ouais. moi, ce qui m'a vraiment aussi, enfin, où je me dis là où c'est peut-être pas forcément ces 8 puits qui sont sous la. Bon, même si c'est gigantesque, hein, 648 mètres de profondeur, etc. On se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est les 5 chambres qu'ils auraient détectées dans la pyramide de Képhren, hein, donc qui serait actuellement inaccessible et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la chambre haute de la pyramide de Khéops. Et on dit que la pyramide de Khéops est un tombeau parce que dans cette chambre haute, on a trouvé une espèce de cuve, hein, qu'on appelle ça un sarcophage. Là, s'il y en a 5 comme ça dans Képhren, ça démolit complètement l'hypothèse du tombeau, quoi. Puisque cette pyramide de Képhren serait dédiée au pharaon Képhren, donc pourquoi il se serait fait 5 chambres, lui? Oui, il y aurait pas, ce serait pas une chambre mortuaire, quoi, une chambre funéraire. Voilà, ça serait Il une y en a chambre. 5 dans la même pyramide, c'est plus une chambre Voilà. funéraire. C'est comme quand on a été visiter la pyramide rhomboïdale où tu vois ces 3 chambres en corbellement, là. Mm, Tu te dis, bon, quelle est l'utilité de faire 3 chambres en corbellement qui communiquent en plus, Ouais. t'as Tout pas à les l'heure, quand tu échafaudages en parlais bois que de... les Égyptiens ont mis en place pour que tu puisses visiter tout ça, c'est inaccessible, quoi. Non, tout à l'heure, tu parlais des accès dans la pyramide. Voilà, même ce grand couloir, il n'a aucun sens, quoi. Cette Mmh. grande galerie, pourquoi Cette la grande faire galerie. aussi haute? Pourquoi, pour- alors que d'autres passages sont si petits, quoi. Mmh. Et de toute manière, est-ce que on pourrait supposer, sans trop s'avancer, que si effectivement c'est un mécanisme quoi, qui a été pensé pour pouvoir produire quelque chose, quoi que ce soit, qu'importe, on va pas forcément pouvoir le définir, mais à partir du moment où il y a un mécanisme comme ça et qui a été positionné en dessous de la pyramide, à un moment donné, il y a forcément des trappes d'accès, quoi. On peut pas imaginer, qu'ils aient construit un complexe, comme ça, aussi énorme sans qu'il y ait, des passages pour pouvoir venir entretenir, comme dans n'importe quel, Oui, Ouais. pour faire la maintenance du bâti de ouais, la voilà, machine. faire la Mmh. exactement, tout simplement, Aujourd'hui, je suis tombé sur des vidéos de Megalittomania, Hugh Newman.
Donc, j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur les chaînes anglaises et ce qui se disait sur les chaînes anglaises. Et en fait, eux, ils mettent directement le sous-sol de Kefren en relation avec la tombe des oiseaux. Donc, c'est une tombe qui s'appelle comme ça, The Tomb of the Birds. Et il y a un système de tunnel qui part à partir de cette tombe et qui va jusqu'au coin de la pyramide de Kefren. Et donc, ils disent que ces réseaux souterrains sont en lien avec, seraient en lien avec ces nouveaux réseaux trouvés, quoi. Mais on sait que de toute façon, le plateau de Gizeh, il est plein de souterrains. Oui, ça, c'est pas Enfin, une rumeur, hein, JB. Ouais. on l'a vu, on s'est baladé presque une journée là dans les mastabas et tout ça. Le nombre de puits qu'il y a, etc. Bah oui, oui, Le nombre de puits qu'il y a autour des pyramides, je sais pas, moi je vais dire comme ça, hein, un nombre un peu au hasard, mais 60, 80, facile, quoi. Mm. Ouais. Facile. Et quand C'est on voit le puits d'Osiris qui descend jusqu'à Osiris Shaft, voilà, ben, celui-là aussi, il serait en lien directement avec la pyramide, quoi. Mm. Mm. Et tous les tunnels, j'ai vu encore des plans de coupe du plateau de Gizeh qui relient le puits d'Osiris à la pyramide, la tombe des oiseaux à la pyramide. Donc tous ces tunnels sont C'est en un lien, en fait. véritable labyrinthe et gruyère sous le plateau de Gizeh, quoi. Mm. c'est Antoine Gigal qui, sur sa chaîne, a visité pas mal de ces souterrains, hein. Elle a vraiment toutes ces entrées Oui, à l'Alba. là-bas. Et effectivement, elle le dit, hein, que elle aussi, que voilà, c'est un véritable gruyère, qu'il y a des souterrains, mais auxquels le grand public n'a pas du tout accès. Et avec un peu de bakshish et des Un bonnes peu. relations. Ouais, non, mais c'est vrai parce que je suis tombé sur une autre chaîne cet après-midi de deux explorateurs, une femme et un homme. Ils ont chacun leur chaîne YouTube. Et ils font des explorations comme ça. Et ils sont allés sous le plateau de Gizeh pendant 1 heure et demie. Ils ont une compilation de vidéos impressionnantes où ils sont rentrés dans effectivement pas mal d'endroits, quoi. Et il y a de belles images, quoi. Et voilà. Bon, on trouve beaucoup d'images quand même de ce plateau de Gizeh en dessous, quoi. Mm. Ça Bon, enflamme un peu mon imagination. Je suis en train d'aller dans cette série que j'aimais beaucoup qui s'appelle Stargate. Ah, tu vas faire plaisir à Antoine. Ah oui, on a les mêmes goûts alors. Je regardais ça et il y a Stargate SG1 et j'imagine les Goa'uld, j'imagine tout ça. Bah, après, ce qui pose question, c'est que oui, déjà, on a du mal à, comme tu le disais en préambule, Natacha, on a du mal à concevoir comment ils ont pu réaliser ces pyramides, hein, bah, qui sont à la surface, tu vois? Mais alors après, quand tu imagines tout ce complexe comme là, ce qu'on a vu, si c'est vraiment, si c'est avéré, hein, ce qu'il y a sous la pyramide de Képhren, c'est encore un autre level de boulot, quoi. Ouais, carrément. C'est bien beau d'empiler des cailloux, mais alors aller creuser des puits de 648 mètres et reliés par des galeries sur 2 kilomètres sur tout le plateau de Gizeh, il y a un boulot d'excavation, ce qui aussi remet aussi en question, voilà, l'hypothèse de ces tombeaux, hein. À quoi ça sert de relier, ces 3 pyramides par des galeries gigantesques, et des puits et et ces descentes hélicoïdales et cetera, je vois pas le rapport, quoi. Bah, là, de toute façon, enfin, cette découverte, elle paraît, comme on dit, elle paraît incroyable. Mmh. C'est qu'on n'a jamais retrouvé sur Terre une structure qui De pourrait ce type, quoi. ressembler de près ou de loin à ça, quoi. Mmh. 700 mètres de puits sous terre. Et en plus, il parle de la structure qui va jusqu'à 2 kilomètres. Donc là, Mmh. nous, on parle de 648 mètres. C'est les tubes bleus. Mais après, dessous, la structure s'étendrait à 2 kilomètres. Alors, est-ce que c'est 2 kilomètres en horizontal ou 2 kilomètres, à la verticale? J'ai cru comprendre que c'était 2 ouais, moi, kilomètres à je l'horizontale, l'avais qu'après compris à c'était l'horizontale relié, aussi, ouais. Parce que 2 kilomètres à l'horizontale, en fait, non, parce que eux, ils ont étudié la pyramide de Képhren. Donc, tu vois bien que les tubes, ils sont sous la pyramide de Képhren. Donc, en Mmh. largeur, c'est pas 2 kilomètres, tu vois. Non, mais les Mmh. structures en dessous les tubes. Après, Mais c'est quoi les structures en dessous Les les tubes? structures en dessous les tubes, c'est 2 carrés de 80 mètres par 80 mètres. 2 Donc, cavités de 80 par 80.
En cubique. Deux carrés de 80 par 80, donc les deux collés, ça fait 160 mètres. C'est à peu près la pyramide, la taille de la pyramide, en fait. Enfin, Et en fait, d'après le dessin, les piliers, enfin les Les puits, puits heu, débouchent dans ces cavités cubiques. dans ces cavités cubiques, Mmh. avec des formes d'ailleurs sur les cavités d'après le dessin. Est-ce que vous connaissez la circonférence de ces tubes, ce tube. des tubes Non, des puits? non, ils en parlent pas. Ils n'en parlent pas encore, d'accord. Ils en parlent Bah, pas. il De faut que je toute regarde façon, la conférence. Je crois que la conférence de Filippo, Biondi et Malonga et Corrado, pardon, est en ligne, hein, mais Oui, elle est en 3 ligne heures, je crois. et le site que je montrais tout à l'heure, il avait fait une retranscription de la conférence. Vous pourrez accéder à la retranscription, en anglais, ou en français avec des traductions approximatives, mmh. sur le je mets le lien sous la chaîne. Et pour revenir effectivement à ces structures, ces tubes qui vont dans ces cubes, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des centrales énergétiques Mmh. Mais oui, qui génèrent de oui. l'énergie et qui viennent stocker ensuite, l'énergie, la condenser dans des boîtes de condensation. Hem, Ou donc l'inverse, est-ce que, ce système, n'est pas là aussi pour capter l'énergie, tellurique du sol, Mmh. la retransmettre par ces puits, à la Je pyramide pense. qui elle va la transmettre à l'extérieur, tu vois? Moi, je pense que c'est ça, c'est plus une énergie qu'on capte de presque cette poche d'eau, comme je disais, il y avait, je pense, une poche d'eau en dessous Gizeh. C'est presque quelque chose qu'on vient capter du sol, qu'on vient retransmettre à la pyramide et expulser même voilà, au-delà de la pyramide. Mmh. Mmh. D'ailleurs, j'avais vu bon, bah, ça, on n'y croit pas, mais c'est des renseignements comme un autre qu'on peut mettre à un autre Dans un niveau coin de notre tête. à un autre niveau de connaissance ou je sais pas, mais des enquêtes d'hypnose, voilà, qui parlaient de plus ça, en fait, hein. J'ai vu différents groupes d'hypnose faire des enquêtes sur ces pyramides et ils parlent bien tous de la même chose, d'une énergie qu'on capte de la Terre et qui est envoyée vers le ciel carrément Mmh. et qui pourrait même, attention, hein, je vais dire des choses, servir à recharger des vaisseaux, en fait, tu vois. Donc, oui, voilà, ou même comme un pire faisceau d'énergie qui sortait de la pyramide. Alors et Ça, si c'était juste, je finis là-dessus, mais après, le faisceau au-dessus de la pyramide lumineux, il a déjà été enregistré quelque part et au Mexique. Oui, Vous vous en rappelez de cette oui, photo? oui, complètement. Mmh. Prise par un père de famille avec ses enfants et il prend Il a deux fait une photos. photo. La première, il n'y a pas le rayon. Et la deuxième, il y a un rayon qui s'échappe carrément de la pyramide. Et on le voit vraiment clair et net, quoi. C'est Mmh pas mh. une photo, truquée, C'est c'est, pas une photo réel. truquée, et il a pris vraiment deux photos en disant, bon, allez, on en prend une, on en prend une deuxième. Et il y en a une où il y a le truc, une où elle est pas. Lui, il a pas bougé, il a pris deux photos. Et, euh, et ça a été analysé, a priori, c'est comme un faisceau d'énergie qui sort de la pyramide, vraiment. Mmh. donc on parlerait de vaisseau Goa'uld électrique alors, qui viendrait se Non, poser, mais après, je sais qu'ils font aussi le lien, hein, ces 2 chercheurs avec, enfin, ça a été aussi évoqué, dans certains posts par rapport aux travaux de Tesla et Ah oui? mmh, comment la tour de Warrenclyffe que Tesla avait inventée. On est sur le même principe qu'une pyramide. C'est-à-dire que sous la tour, il y a des nappes phréatiques et avec cette différence de potentiel, avec mmh l'ionosphère, le sol et ces nappes phréatiques, on vient créer une énergie, libre qui va être diffusée, librement, mmh. l'espace enfin Et dans ça serait le beau côté des choses, mais il pourrait y avoir une autre face à cette pièce. Parce que c'est vrai que moi le fait en partant de votre hypothèse, hein, qu'effectivement c'est pas de l'extérieur, pour aller venir concentrer, l'énergie vers l'intérieur, mais le contraire, prendre de l'énergie de la Terre pour pouvoir la sortir. Le fait qu'ensuite la forme pyramidale vienne, concentré, concentrer en un seul point, honnêtement, moi ça me fait penser tout simplement à une arme. C'est ni plus ni moins, voilà, le à une cinquième espèce élément. de non, mais c'est ça, à un canon, qui va soit servir à défendre la terre contre ce que vous voulez, ou contre tout simplement des on va dire, des météorites ou voilà quoi, Ouais, comme dans le cinquième élément, comme dans le cinquième élément, tout à mmh. fait. Ou alors un émetteur pour signaler la position de la Terre dans l'espace, quoi,
Oui, mais faut pas trop se signaler, ça, on leur a déjà dit, hein. Une arme, il faut pouvoir la diriger quand même. Là, si ça fait un seul, faisceau, c'est pas Bah, la terre tourne sur elle-même, enfin, tu vois? quand même. Donc là, Ouais, tu balayes, quoi. c'est tout. Tu balayes, hein. «Ah, j'arrive!» Boum! Ouais, mais non, mais Natacha, si tu en as plusieurs aux 4 coins de la planète, tu dois effectivement, Bon, là, on extrapole, hein, on voilà. ouais, non, là, Ah ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est ça, hein, on peut s'imaginer plein de choses, mais de toute façon, on part déjà d'une image dont on n'est même pas sûr qu'elle soit vraie, quoi. Mmh, mmh. Euh, Oui, c'est là, comme je disais, où il faut prendre des pincettes quand on même. sait pas, là, c'est 8 tubes de 600 mètres, on ne sait pas si ça existe du tout, quoi. Donc, c'est pour l'instant, c'est un dessin qu'on a vu, une sorte avec vraiment 8 beaux tubes, avec des belles spirales autour, nanana. Ah, c'est très joli, quoi, mais bon, après, bon, il faut voir à quoi ça ressemble vraiment. Mais comme tu le disais, ça On serait a bien qu'il entendu parler de beaucoup de choses sous le plateau de Gizeh, parce qu'il y a quand même des gens qui sont passés dessous. Il y a au XVIe siècle, au XVe siècle, des anciens explorateurs qui ont quand même ramené des écrits de dessous, des textes avec, il disait qu'il y avait des salles, des grandes statues qui défendaient même l'intérieur des pyramides, qui pouvaient jeter des sorts et tout ça. Ouais, ouais, des statues habitées et presque ouais, moitié vivantes. Et c'est tout ce qui s'est dit dans les 15e siècles de tous ceux qui sont sortis de visiter les pyramides. Et il y avait un gros truc aussi, un gros complexe souterrain à Awara, là où oui, il y avait le labyrinthe d'Awara. Il y a 3000 salles quand même souterraines, 3000 sous plusieurs niveaux euh, autour de la pyramide d'Awara. Bon, ben, on n'en sait pas grand-chose de plus, si ce n'est qu'elles sont inondées aussi au jour d'aujourd'hui, oui. que ces salles sont aussi inondées. Mmh, Donc encore de la présence de l'eau dans des souterrains qu'on ne connaît pas, parce que les souterrains d'Awara, personne n'y est rentré. mmh, C'est des textes anciens d'Hérodote et tout ça, mais qui disaient que les salles, ce labyrinthe de salles, surpassait de loin la magnificence des pyramides. mmh mh. Donc, pour ceux qui étaient rentrés dans ces souterrains, c'était 10 fois plus surprenant et ahurissant que de voir la grande pyramide de Gizeh. Mmh mh. Donc, moi, j'aimerais bien voir ces souterrains aussi, mais on a encore pas mal de choses à découvrir sur les souterrains de l'île. Ouais, c'est sûr. Alors, concernant la pyramide d'Awara, justement, je m'étais renseigné dessus, par rapport au fait qu'effectivement elle est inondée. En fait, on a des plans très précis de la structure interne de cette pyramide, parce qu'elle a été explorée au départ, hein. Elle était pas inondée. Donc les premiers explorateurs, sont rentrés dedans, en ont fait des plans et apparemment ce serait, un des explorateurs qui était à l'intérieur, qui aurait vu qu'une pierre était, légèrement amovible et lorsqu'il a bougé cette pierre, ça a déclenché un mécanisme, l'eau est rentrée à l'intérieur et ils se sont tous carapatés parce qu'elle s'est complètement, remplie d'eau, enfin toute la structure interne sous la pyramide s'est remplie d'eau et depuis elle est toujours remplie d'eau. Parce que, bah, les égyptologues modernes ont essayé de pomper l'eau à l'intérieur et tout comme le puits d'Osiris, tout comme l'Osirion et cetera. Tu as beau pomper l'eau, ça se remplit automatiquement. Comme un système de vase communicant donc ça sert à rien de pomper l'eau puisque, bah, il y a toujours de l'eau, constamment, jusqu'à un certain niveau. Mmh. Donc on retrouve toujours cette présence d'eau. Voilà. bon, mais je crois que on a fait un beau tour d'horizon sur, cette hypothétique, effectivement structure, sous, la pyramide de Képhren. En tout cas, nous, on a envie que cette hypothétique structure soit une vraie structure parce qu'enfin ça soulèverait, de véritables questions parce que cette découverte, dans les médias mainstream, on n'en parle pas encore, quand on commence vraiment à creuser le sujet, les sites qui en parlent, la moitié des personnes, se démontent à fond l'hypothèse, en fait, c'est d'ailleurs ça que je regrette un peu, c'est les gens démontent les choses sans se donner, finalement, le la part du rêve en se disant: «Et si peut-être c'était possible?» Faut explorer ce «et si peut-être c'était possible?» C'est ça qui est intéressant. Bah et puis, Donc ça serait les élucubrations d'un médium, comme Edgar Cayce,
Je veux bien, mais là, on se base quand même sur des données scientifiques, de par ce système de détection, SAR. Donc comme tu le disais, Jean-Baptiste, il faudrait avant tout, affirmer, que ce système, fonctionne réellement sur des cavités, des structures que l'on connaît et voir si on retrouve exactement les mêmes structures, avec, ce système de détection et là, bah, ça valide le truc, quoi. Mais on est sur quand même des recherches, entre guillemets «scientifiques». Moi, ce que je voulais juste te dire, bah tiens, genre, je profite qu'il y a un petit silence, mais on en parlait la dernière fois dans le chat, justement, samedi dernier, là, en parlant de tunnels et de souterrains et puis de choses étranges. Il y en a qui faisaient le lien dans le chat avec Busségui aussi. Euh, Avec ces fameux tunnels aussi dont Le mont Bucégy, ouais, on ne sait pas, mais il y aurait un tunnel qui irait du mont Busségui sous le plateau de Gizeh. Et voilà, encore une fois, on parle de bibliothèque un petit peu universelle, laissée par un peuple euh, sous le plateau de Busségui et sous le sphinx de Gizeh également, quoi. Donc, euh, donc je sais pas, encore une fois, Ouais, est-ce que ces tunnels sont en lien avec ces autres tunnels? Parce que ces tunnels qui nous paraissent fous, entre Busségui, la Roumanie, qui passerait sous la Méditerranée, qui rejoindrait quoi? Qui a creusé ces tunnels, quoi? Voilà. Ça paraît dingue de creuser des tunnels comme ça, mais ça paraît dingue aussi de creuser des puits de 700 mètres de fond sous les pyramides, quoi. mmh. Donc ce serait peut-être les mêmes qui creusent ces tunnels inexplicables pour nous, quoi. Le peuple des fourmis. Ouais, bah c'est j'en ça. sais rien, mais pour aller, voilà, nous on peut pas l'imaginer en tout cas, aller creuser des puits comme ça, quoi. Mmh Ah, mh. de toute manière, les prochaines, explorations humaines, elles se feront pas dans l'espace, elles se feront pas sur la planète, elles se feront dans les sous-sols parce que, là, aujourd'hui, tout est à faire. On a quasi rien exploré des sous-sols à part deux trois grottes, mais en réalité, c'est là le prochain challenge de l'humanité et c'est peut-être comme ça que se feront les grandes révélations, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à révéler. Seul roman de Jules Verne qui n'a pas vu le jour, hein, entre guillemets, parce que, bah, Jules Verne a écrit beaucoup de romans, 20 milieux sous les mers. Aujourd'hui, on peut aller, sous les mers, voyage sur la lune et cetera, tour du monde en Ouais. 80 jours, aujourd'hui on le fait en 24 heures et c'est Voyage au centre de la terre, c'est le roman de Jules Verne qui n'a pas encore été réalisé. Peut-être qu'avec ces nouvelles découvertes, on va enfin pouvoir, réaliser Ouais, ce bah, ça me fait penser à Voyage au centre de la Terre, ça me fait penser à Bugarache. oui. Mmh, J'ai pensé à un autre sujet, voilà, croustillant, mais ouais, Bugarache, les souterrains sous le Bugarache aussi, pareil, hein, qui mèneraient à des rivières intérieures mmh et mh. comme ça, où ils auraient découvert des barques à l'intérieur et tout, même carrément. Donc voilà, ça me fait penser aux caves de Longyu aussi en Chine. Ces caves énormes où on retrouve exactement les mêmes marques que la carrière d'Assouan aussi, tu vois. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire avec Dans les ces caves de espèces de ouais. Longyu, partout, vous Ah allez oui, voir. c'est des caves immenses. Oui, oui, c'est des caves gigantesques, Sur toutes les parois, mmh. sur toutes les parois, sur tous les piliers et tout, c'est exactement les mêmes traces que Ouais, à de Assouan. 30 centimètres par 30 où tu as l'impression que c'est une grosse cuillère qui a creusé ça, quoi. Ouais. Ouais, Et c'est des grosses caves qu'ils ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui sont immenses, immenses. Ils savent même pas qui c'est qui a créé ça. Mais là, ils osent même pas donner un nom de peuple ou de rien du tout, mmh mh. d'empereur ou de rien. Ils savent pas qui c'est qui a fait ça, quoi. Ouais, ouais, comme tu le dis Antoine, hein, ça sert à rien de regarder vers les étoiles, hein. Ah oui, là, il y a vraiment, encore Regardons sous nos énormément de pieds choses. avant. Ouais, c'est Ouais, sous nos pieds, dans nos océans, hein, comme on dit, Mmh, 70% d'eau sur Terre, on connaît rien de ce qu'il y a sous notre océan. mmh, mmh, Et donc, c'est la plus grosse partie sur notre Terre, c'est des océans. mmh mh. Donc, on connaît pas grand-chose de notre Terre, effectivement. Ouais. bon, on va pouvoir en faire des émissions. En tout cas, les amis mi, ben voilà, hein, on vous avait promis ce soir, on allait avoir une belle soirée, bon, à entendre mes invités avant l'émission, oui, on n'a pas grand-chose à dire, un petit quart d'heure, bon, ça y est, on est à à plus d'une heure comme d'hab.
Bon, allez, pour finir, moi j'aimerais partager 2 choses. La première, c'est la chaîne de JB, Babe in the World, où vous pouvez retrouver toutes les dernières émissions et pérégrinations de JB. Pas mal sur le Mexique, sur tes dernières vidéos. Ben ouais, le dernier voyage, c'était au Mexique. Et puis juste en dessous, vous aurez tous les autres, l'Inde et tous ceux de l'année dernière aussi, quoi. Mm, mm. Bah, Voilà. voilà, si vous voulez rêver, honnêtement, allez sur la chaîne de JB. Voilà. Vous vous connectez pendant 1 heure et puis vous visitez avec lui les, les grandes pierres et, euh, Des gros cailloux. et les gros Et gros cailloux. caillou. La Ouais, fameuse ouais. équipe Gros Cailloux qu'on salue d'ailleurs en passant. Mm. Et Yes. puis, bien entendu, bah, la chaîne d'Horus, Horus TV. Euh, L'eau des sites sacrés avec Monsieur Baby in the World. J'ai pas encore eu l'occasion de la regarder, C'est ma celle-ci. dernière, celle-là, ouais, qu'on a fait Mm. avec JB. Nous, on revient sur tous les sites sacrés de la planète où, justement, il y a ou il y aurait eu la présence de l'eau. Pour en revenir au thème qu'on vient d'aborder. Exactement. Donc voilà. 2 chaînes, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ces chaînes-là. Avec, tiens, l'équipe Gros Caillou qui est là. On en parlait il y a pas 2 minutes. Et puis, nous, on se retrouve avec Jérôme, bien ça sera mercredi prochain. Vous aurez l'occasion de voir notre enregistrement de Et si on parlait vraiment d'ufologie, voilà, qu'on va bientôt tourner avec Stéphane Royer et une invitée surprise, vous verrez. Et voilà, ça sera sur Miasme TV mercredi. Et toi, Natacha, petite actualité J'ai rangé mon garage. Ménage de printemps. C'est le meilleur mot de la fin que tu nous auras fait, Natacha. Voilà, je pense que on va pouvoir rester là-dessus. Je suis désolée. Oh, par contre, tu reviens en comment tu l'as appelé? En Natatiti, c'est ça, Jérôme? Natacha Titi. Na Natage Titi. Natacha Titi. Quand tu veux, parce que là, ça te fait des yeux magnifiques. Ah, n'est-ce pas? Ah, ouais, ouais. Là, on va avoir 100 000 commentaires. Là, tu as ton fan club. J'ai mon fan club, tous les samedis. Bah, je suis comme Cléopâtre, tu vois? Mmh. Je m'exerce, je m'exerce. Attention, hypnose. Venez ranger le garage avec moi. Ouf. Bon, eh bien, les amis, merci d'être venus ce soir partager avec nous sur ce sujet, voilà, vos connaissances. Vraiment, c'était très intéressant. On a appris plein de choses. Donc, toujours tout au conditionnel, hein, je le dis aux contestataires qui viendront râler sur la chaîne. Mais c'est bon signe hein, quand ça râle d'ailleurs, hein. C'est que la chaîne s'ouvre à de plus en plus de publics variés. Et puis, on vous dit eh bien, rendez-vous la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao les garçons, bisous Merci Natacha, Antoine. Bisous, à la semaine bye bye. prochaine. Natacha, JB, Salut. à très bientôt. À très À bientôt. bientôt. J'ai plus d'électricité, j'arrive. J'ai fait Ah, une Ah, pyramide. mais il y a de la lumière encore quand même. Un truc là, batterie faible, j'arrive. et toi Natacha, petite actualité
J'ai rangé mon garage. Ménage de printemps. Mmh. Je Je suis allé à la pense que c'est déchetterie. Exactement! C'est ce que j'allais te dire. Je moi, c'est voyage au centre du garage, mais c'était horrible. Ça faisait 8 ans que je l'avais pas rangé. J'avoue, j'ai honte. Mais bon, c'était une petite exploration, j'y allais à la lampe frontale et tout. Mmh. Il y a C'était pas le besoin d'aller meilleur. très loin pour vivre des grandes aventures. C'est ça. Venez ranger le garage avec moi. Ouh! Tu as retrouvé une momie dans le garage ou pas? Sûrement. Attention, tu vas te retrouver avec 50 bonhommes devant ton garage lundi, tu vas voir. C'était une connerie, oubliée. Oh, il est où ce garage à ranger là? Natache Titi, elle est où? Oui, c'est plutôt ça. C'est exactement ça, tu devrais pas lancer des invitations comme ça, toi. Non, 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 c'est une grosse bêtise. Ça y est, il est rangé. Mmh. Les grosses bêtises vont dans le bêtisier. C'est parfait. Oui, mais attention, il y a pas que moi, hein, parce que dis donc, il y a c'est Gérard, qui disait: «Mais la pauvre Natacha, c'est la victime de Antoine». Oui, c'est vrai. Tu t'y mets jamais, quasiment jamais. Et puis vous 2, vous êtes sages, vous êtes parfaits là, regarde-moi ça. Moi, je dis une connerie, c'est moi. Est-ce que tu crois que j'en faisais des bêtisiers avec GG? On en a fait quelques-uns, ouais. Bon, d'accord. Tu étais la victime, pareil? Tu étais Non, la non, moi ça allait, ça allait encore. C'était plus Antoine qui avait l'air ridicule par moment. On pareil, tirait non? un spécial Albator, on rigolera bien. Oh, je veux ça. Un jour peut-être. Un jour.